aujourd'hui le vendredi, rappelons la date, le 4 février 2022. On se retrouve avec Alain Bittard de la librairie L'Olivier, avec Gabi de Radio Paki et Eni de Radio Paki. Et puis on va passer un peu la parole à Gabi qui avait souhaité rencontrer Alain Bittard dans sa librairie et on va vous écouter. Alors, bonjour Alain, bonjour. Enchanté de te voir ici dans ta librairie arabe, donc qui est spécialisée dans les livres arabes, mais qui propose aussi plein d'autres choses, si j'ai bien compris, des CD, des DVD, des jeux, mais aussi des livres en français qui sont un peu dans la domaine, qui touchent un peu la domaine de tout ce qui est culture arabe. Ce qui m'intéresse spécialement, c'est que depuis quand est-ce que tu es ici, au cœur de Paki, à la rue de Fribourg, numéro 5 ? Qu'est-ce qui a fait que vous avez changé à un moment donné le nom de la librairie arabe en ICAM ? Je vais éventuellement vite dire ce que c'est. ICAM, c'est l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes. Alors, la parole est à toi, Alain. Voilà, alors la librairie a actuellement 42 ans. Elle a été créée en 1979. À l'époque, j'avais 26 ans. Et donc, on a récupéré un local qui était dans un état catastrophique, qui était une gare de meubles, et on l'a transformé en librairie. L'idée, c'est de faire une passerelle entre les cultures, de permettre de découvrir une image positive du monde arabe, ce qui est actuellement très difficile, tant au niveau des médias qu'au niveau de l'image que les gens se font du monde arabe. C'est une librairie généraliste en arabe. Ça signifie qu'en arabe, je vais avoir du Jean Ziegler, je vais avoir du Dostoïevski, je vais avoir Hermann Hesse, Le Petit Prince, ou toute une série d'ouvrages à la disposition des lecteurs en langue arabe, mais qui sont aussi de culture occidentale, en plus de tous les livres classiques du patrimoine du monde arabe. En français, c'est une librairie spécialisée sur les cultures du monde arabe. La littérature, l'art, la calligraphie, la musique, etc. La librairie, en 42 ans, a connu des phases successives dans son développement. Lorsque nous avons commencé, pour moi, c'était une découverte, parce que je suis, je dirais, un gamin suisse. Je suis arrivé en Suisse en internat à l'âge de 6 ans. Donc, avec une absence totale de connaissance des cultures du monde arabe, de la langue arabe, des traditions. Et lorsque j'ai ouvert la librairie, c'était en quelque sorte une découverte progressive de mes propres racines. Je n'avais aucune connaissance, je ne parlais pas l'arabe. Donc, en fait, j'étais un très bon Suisse. J'ai grandi dans un internat durant 6 ans, de 6 ans à 12 ans. À 12 ans, je suis arrivé à l'avenue de Sécheron et j'étais un gamin des Pakis. Donc, on jouait au rink hockey dans le préau au Paki, à l'avenue Blanc dans les usines de Sécheron. Donc, il y avait un rapport. J'ai été aux éclaireurs, comme je suis d'une famille chrétienne. J'ai été à la paroisse de la Trinité, qui était la paroisse qui se trouvait à l'avenue Rothschild, et à l'angle de l'avenue Rothschild, qui est aujourd'hui la Boule Ronde. Oui. Et à l'époque, il y avait le curé Lamouille qui avait donné une partie de la cure à des jeunes qui y avaient fait une communauté de vie.
Il y avait 3 couples, une cuisine, un atelier de bricolage, etc. Et moi, gamin, j'allais passer mon temps là-bas. J'étais petit, je mettais mon foulard de scout et je disais à mes parents, je vais au scout. Puis en fait, j'allais dans cette paroisse où il y avait un accueil, il y avait, etc. J'ai été au scout là-bas, ensuite j'ai été moniteur de colonie avec ces gens, donc je n'avais absolument rien. Vous m'auriez dit, tu es arabe, je ne savais pas ce que c'était être arabe. Hein. Parce que tes parents sont quand même de culture, enfin... Mes parents sont d'origine syro-libanaise, disons. Syro-libanaise, ils étaient installés au Soudan, je suis arrivé en Suisse depuis le Soudan. Mais c'était les années 68-70, ça remuait un peu dans la jeunesse. Et puis ma paroisse, c'était une paroisse un peu avec la théologie de la libération. C'était les prêtres latino-américains qui soutenaient les révolutions, etc. Donc moi j'étais un peu dans ce courant et puis j'ai manifesté. Alors à l'époque, en étant étranger, on n'avait pas le droit de manifester. Donc j'ai un peu trop manifesté et on m'a refusé ma naturalisation. Donc voilà, donc je n'étais pas suisse, donc il fallait que je sois quelque chose d'autre. Alors j'étais faire un peu un tour du monde arabe en autostop avec mon ami de l'époque, Suissesse, et j'étais en Algérie, j'étais en Syrie, j'étais dans différents pays, etc., pour retrouver des racines. Puis finalement, j'ai trouvé que les racines les plus proches que je pouvais avoir, c'était les Palestiniens. Parce que on était très près de 1967, la guerre des 6 jours, etc., l'occupation de la Cisjordanie, et une nouvelle vague de réfugiés. Et donc moi j'ai sympathisé avec les Palestiniens, c'était un peu l'heure de l'époque. Et j'ai été passé un moment dans les camps de réfugiés palestiniens, et c'est là que j'ai appris l'arabe, où j'ai commencé à apprendre l'arabe. J'ai commencé avec des disques, de la musique, quelques livres. J'ai fait des rencontres de gens qui étaient enchantés par cette idée qu'un petit jeune qui parlait même pas l'arabe, qui était chrétien, fasse une librairie sur le monde arabe. Et donc il y a eu un impact très positif. Une des personnes qui nous a le plus aidés, c'était l'ancien imam de Genève, le Cheikh Bouzouzou. Le Cheikh Bouzouzou était une personne d'une culture impressionnante, en français et en arabe, et d'une discrétion totale. Et il s'est pris de sympathie pour le jeune chrétien francophone, et il est venu s'installer quasiment tous les jours à la librairie en me disant, parce qu'il était en charge à l'époque de la bibliothèque de la Fondation culturelle islamique, et il me disait, prends ce livre pour toi, pour la librairie, et puis je prendrai un exemplaire pour la Fondation. Et comme ça, il nous a aidés à démarrer, d'abord par la connaissance que nous n'avions pas, que j'avais pas, et par la suite, il y a eu des personnes qui ont travaillé à la librairie, qui avaient une plus grande connaissance que moi, etc. Et ça nous a permis de démarrer avec les livres. Et ça représentait quand même quelque chose. Il faut se dire qu'à l'époque, il n'y avait pas Internet. Il n'y avait pas de télévision satellite. Donc les communautés étaient très isolées culturellement. Et donc, c'était quelque chose de nouveau, de pouvoir avoir des livres pour les enfants, des livres pour les adultes, des livres de religion, des livres... Mais il y a eu des phases aussi. Il y a eu les premières années, c'était un peu les années révolutionnaires un peu partout. C'était la suite des indépendances dans le monde arabe, donc beaucoup de livres sur les questions d'indépendance, etc. Ensuite, il y a eu une période d'une dizaine d'années avec des livres sur le nationalisme arabe. Ensuite, il y a eu le 11 septembre.
Et après le 11 septembre, il y a eu une très très forte stigmatisation des communautés arabo-musulmanes, donc un repli identitaire et culturel sur la religion. Donc il y a eu une phase où c'était le livre religieux qui était très très demandé. Et on est en train d'en sortir. Et on en sort fort. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il y a les livres sur le wellness, le bien vivre. Il y a des livres, beaucoup de romans. Les gens se réfugient énormément dans leurs romans. Il y a une baisse drastique des livres religieux et des livres politiques. Beaucoup de romans, beaucoup de livres sur la culture, sur l'art, etc. Ce qui est une très bonne chose. Entre-temps, nous avons eu une dizaine d'années où nous avons eu un vidéoclub dans la librairie. Et ce vidéoclub, ça a été le moment, je dirais presque, qui a fait la réputation de la librairie. Parce que toutes les familles de Genève allaient prendre des films égyptiens, qui était à l'époque le deuxième producteur de films au monde, après les États-Unis. Et il y avait à un moment donné, nous étions 5 personnes à travailler dans la librairie. C'était essentiellement à cause, je dirais, des vidéos. Lorsque les premières chaînes satellitaires sont arrivées, eh bien, il s'est passé que les clubs vidéo ont commencé à disparaître les uns après les autres. Et quand Internet est apparu, je dirais que les espaces spécialisés, comme une librairie arabe, ont été les premiers touchés. Parce que c'est dans les espaces spécialisés que les gens ont été d'abord sur Internet, retrouver les informations, etc. Ensuite, énormément de livres qui faisaient la renommée de la librairie étaient des ouvrages qui n'étaient pas disponibles dans le monde arabe. Il y avait 3 capitales, Londres, Paris et Genève, où il y avait des librairies arabes de type laïque, mais qui avaient à peu près toute la gamme de livres qui étaient disponibles. Et comme dans le monde arabe, la censure est quasiment omniprésente, mais avec une particularité, c'est qu'il n'y a pas une censure pan-arabe. Il y a une censure par pays. D'accord. Et comme il y a des animosités entre les pays, le livre qui est interdit dans un pays, on le trouve chez le voisin. Et en général, il est sponsorisé par le voisin. Donc, nous qui sommes à Genève, Paris ou Londres, avions la possibilité à ce moment-là d'avoir à peu près tous les livres de tous les pays qui n'étaient pas disponibles. Lorsque Internet a commencé à se développer, le PDF a fait que ça coûtait beaucoup moins cher aux gens qui voulaient faire passer des idées interdites, je dirais, de sortir leurs ouvrages sur Internet. Alors il y avait beaucoup de revues qui ont disparu. Et je dirais que le fonds de commerce de la librairie a fondu. Et dans les années 2014, on est arrivé quasiment à une situation de dépôt de bilan de la librairie. Et c'est à ce moment-là qu'avec Patrice Muni, le maire de Genève, l'ancien maire de Genève, nous avons créé une association qui était l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes, qui a repris les activités de la librairie et qui s'est chargé d'aider ce qui pouvait être aidé de la librairie. Donc, et depuis ce temps-là, nous avons des soutiens de la ville et du canton et de différentes fondations qui nous aident à continuer nos activités et à les développer. On a toujours de très grands projets. Notre rêve, c'est de prendre l'arcade qui est à côté de nous, qui est une très grande arcade, d'agrandir l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes vers un petit institut du monde arabe à la taille de Genève. Un peu comme l'Institut du monde arabe à Paris, mais à la taille de Genève, avec des activités. Déjà aujourd'hui,
l'Institut des cultures arabes et méditerranéennes, l'ICAM, offre une série d'activités. Par exemple, ce soir, nous avons un concert. C'est à la rencontre des classiques, c'est les classiques de la musique arabe. Dans quelque temps, nous aurons un concert avec des gnawa. Nous avons en permanence... excusez-moi. Alors, du coup, je voulais vous poser une question. Vous Oui. disiez maintenant, vous êtes subventionné, il y a le soutien sur ce centre qui s'appelle donc l'ICAM. Et est-ce que vous avez des membres affiliés? Est-ce qu'il y a un lien, un lien ténu avec vos usagers ou avec vos... Alors, il y a un lien. Il y a un lien qui se présente non pas sous la forme de membres de l'association, mais on a des amis de l'association. Il y a un lien par le site Internet. Nous avons un site Internet dans lequel tous les événements que nous faisons est enregistrés en vidéo. Donc nous avons actuellement environ 180 vidéos sur le site Internet, que ce soit des concerts, des interviews d'auteurs, etc. Nous avons un lien par notre mailing. Nous avons un mailing très consistant et nous avons des activités pérennes, c'est-à-dire le Salon du Livre. Nous avons en général au Salon du Livre l'espace des cultures arabes et méditerranéennes. Nous avons au mois de septembre, fin septembre, la fête de l'Olivier, festival des musiques arabes et méditerranéennes. Ça, c'est depuis 6 ans. Et nous avons régulièrement un mailing pour toutes les activités qui se font et les gens nous suivent. Il y a certaines activités qui ont eu le public permanent. Je prends un exemple, le Café Sagesse. Le Café Sagesse est un café où il y avait le rabbin, le psychiatre musulman, le moine bouddhiste et le pasteur, qui ne faisait pas de la comparaison de dogmes, mais qui faisait une rencontre autour d'un thème, c'est-à-dire la mort. Et chacun parlait de la mort dans sa culture. Il y avait l'humour, le blasphème, et des tas de questions comme ça, où chacun pouvait exprimer son point, et ensuite une interaction avec le public. Et du coup, ma question c'était, lors de ces événements, vous avez accueilli du monde, et là je me trouve dans la librairie, et effectivement l'espace, il n'est pas si grand. Il y a au sous-sol. Il y a une... Ah, bah là, ça, on ne savait pas. On l'a pas Alors, vu. au sous-sol, nous avons une galerie d'art qui est aussi une salle d'événements. Ça peut aller du concert. Il y a une 60aine de places. D'accord. Tous nos événements sont filmés. D'accord. Nous avons des cours de langue. Excusez-moi. Bien sûr. Donc, c'était quoi la dernière chose ? C'était la salle, donc salle une salle de donc concert. c'est une salle multifonction qui fait galerie d'art, salle de concert, salle de conférence. Bonjour. Quel bel endroit. Vous voulez un café ? Non, merci, ne vous dérangez pas pour moi. Plus tard, peut-être. Dans un petit Merci. moment. Oui, nous donnons des cours de langue arabe à des adultes et à des enfants. Nous envisageons de pouvoir donner des cours de français à des migrants. Nous avons aussi, à l'occasion, fait des cours de cuisine, des stages de calligraphie. Disons, à peu près tout ce qui touche aux cultures du monde arabe. Alors, quand je dis les cultures du monde arabe, c'est qu'en fait, il n'y a pas une culture arabe. Il y a des cultures. Et le problème, probablement, d'un certain nombre de gouvernements, c'est que quand il y a des minorités, elles ne sont pas respectées. Or, ces minorités transportent leur propre culture et véhiculent leur propre. Les Berbères, les Kurdes, même s'ils ne sont pas
arabes, ils vivent dans l'espace du monde arabe et souvent ils parlent la langue arabe. Donc, pour nous, il est important, puisque nous nous ouvrons aussi à la Méditerranée, que les différentes cultures présentes dans le monde arabe font partie de cet espace méditerranéen. Ah bah oui, on pourrait presque le comparer peut-être au monde européen parce qu'il y a plein de différentes cultures au sein de l'Europe. Je veux dire, je parle en tant qu'Allemand, on a une autre culture que le monde français et le monde de la Suisse, etc., etc. C'est encore différent. Donc c'est peut-être quelque chose qu'on pourrait... Donc il y a cet espace qui est toujours présent. Et pour pouvoir animer tous ces événements, ces cours, ces rencontres, vous êtes épaulé d'une équipe de bénévoles, de gens salariés. Comment ça marche? Il y a 2 salariés et il y a les professeurs qui sont rémunérés. Pour le reste, c'est souvent des bénévoles. Des bénévoles. Par exemple, tout le système vidéo, puisque ça fait quand même 180 vidéos, ont été réalisées, montées par des bénévoles. D'accord. Et ce tissu de bénévoles, c'est un groupe important ou c'est simplement des gens... C'est des gens très fidèles. Très fidèles. Très fidèles. Et qui ont une possibilité de s'insérer par une tâche spécialisée, par des compétences. Dans les prochaines activités, là nous avons eu dernièrement, c'est-à-dire que nous sommes ouverts. Nous voulons un lieu, plutôt un lieu d'accueil. Alors nous avons de jeunes étudiants de l'Université de Genève qui ont créé un club de lecture de romans arabes, mais en français. Nous avons une journaliste de la télévision irakienne qui va animer un club de lecture sur des romans arabes. Nous avons une réalisatrice tunisienne qui va organiser un ciné-club mensuel avec des films arabes, donc de différents pays, avec des bars, etc., éventuellement avec l'invitation des auteurs ou des réalisateurs. Voilà. Magnifique. Oui, disons, l'idée, c'est de réussir, avec peu de moyens pour l'instant, à créer un petit institut du monde arabe à Genève. Voilà, donc au fait, ça c'est un peu le futur projet de... Qui se réalisera ou qui ne se réalisera pas, mais disons, c'est en fait un rêve que nous avons avec plusieurs personnes depuis, je dirais même, l'Expo 02. Depuis qu'il y a eu l'Expo 02, nous avions participé sous l'appellation la communauté de l'Olivier pour la création d'un institut du monde arabe à Genève. Mais actuellement, il y a des statuts qui ont été, disons, déposés. Il y a des statuts associatifs. Voilà, l'ICAM est déjà... C'est une association dont le président est l'ancien ambassadeur de Suisse au Liban, M. François Barras, et avec un comité qui est formé de personnes qui s'intéressent. On a une conseillère municipale, nous avons une personne chargée de l'information, nous avons, disons, il y a un comité. Donc des projets, les rêves, il y en a, mais du concret, c'est également. Oui. Non, quand je dis les rêves, le rêve, c'est l'agrandissement. C'est l'agrandissement. Aujourd'hui, on s'était arrêté où? Alors, on s'était arrêté sur... Le ciné-club. Le ciné-club et puis le ciné-club. Ouais. Alors donc, des projets, il y en a énormément. Nous avons une chanteuse réfugiée syrienne, Manal Saman, qui serait prête de faire une chorale. Nous avons des jeunes universitaires qui sont prêts à faire une troupe de dabke, la danse traditionnelle qu'on retrouve chez les Libanais, les Kurdes, etc. Voilà, donc c'est extrêmement riche. Ouais. Mais c'est magnifique. On a énormément d'activités. Ce qui nous manque, c'est juste maintenant l'espace pour pouvoir doubler les activités. C'est-à-dire qu'actuellement, quand on a un cours de langue arabe, on ne peut pas faire une soirée, disons.
parce que la salle est prise par le cours. On peut, si par exemple le club du livre arabe, on pourra le faire en haut parce qu'il n'y aura probablement pas énormément de monde, mais dès qu'il y a plus de monde, il faut s'organiser. Donc voilà, c'est un peu depuis des années ce désir de donner une image positive du monde arabe. Pas mentir. Non, bien sûr. Non, mais essayer de soulever les aspects positifs qui existent et qui sont réels dans le monde arabe. Et est-ce que dans cette rue, vous êtes reconnu comme un espace de convivialité, de rencontre? Alors, cette rue est magique. D'abord, il faut comprendre, c'est une rue qui se trouve à côté d'une gare. Les rues qui sont à côté d'une gare sont des rues de transit pour les migrants. Dans cette rue, il y a eu les Fribourgeois, les Valaisans. Donc, c'était à un moment donné la main-d'œuvre que la Confédération faisait venir dans les cantons romans pour les CFF, pour la poste, pour la police, etc. Donc, c'était là leur quartier. Dans les années 40 Dans les années 50. 50. Dans les années 50 aussi. Ensuite, il y a eu les Italiens. Quand moi, je suis arrivé en 79, cette rue était totalement espagnole. En face de moi, il y avait la boucherie. Sur la vitrine, c'était pas écrit boucherie, c'était écrit carniceria. Il y avait le coiffeur. Sur la vitrine, c'était pas écrit coiffeur, c'était écrit peluqueria. Il y avait le restaurant El Ruedo, le restaurant El Farro, La Botta. Il y avait Banco Simeone, Banco Santander. Disons, on était vraiment en Espagne. Et quand je suis arrivé, j'ai dit, tiens, ça y est, maintenant c'est le début de l'Andalousie. Et c'est vrai que c'est une rue chaleureuse et en même temps un petit peu irrévérencieuse. Moi, j'arrive actuellement en vélo le matin, j'ai 4 ou 5 bonjours de voisins, de commerçants, etc. Tout le monde se salue dans cette rue, tout le monde se connaît depuis des années. Et c'était très drôle parce qu'il y a des petites anecdotes un peu, comme je dis, irrévérencieuses. Durant une dizaine d'années, on n'a pas eu de contractuel dans la rue. Ah bon. Oui, parce que c'était des parcomètres individuels. Il y avait un parcomètre. Pour chaque voiture, il y avait un parcomètre. Il n'y avait pas les parcomètres centraux. Oui. Et dès qu'il y avait un contractuel qui pointait son nez dans la rue, tous les commerçants mettaient 10 centimes dans le parcomètre qui était en face de chez eux. Après, ils ont arrêté de venir. Waouh. C'était irrévérencieux. Ok. Non, parce que moi, j'ai eu quand même vent d'une période où on parlait des Zizous. Des Zizous. Il y a eu cette période aussi, période. mais ça a été par la suite. C'était dans ces dernières années. Ça a été un phénomène, je dirais, d'appel. Disons, il y en avait une 50aine de Zizous à Genève, et puis les autorités à ce moment-là n'ont absolument rien fait. Parce que c'était les jours amendes, parce que c'était ceci, parce que c'était cela, parce qu'on ne pouvait rien faire. Il y avait toujours une excuse, jusqu'au jour où les habitants de la rue se sont concertés et ont dit, bon, alors on va, nous, habitants, louer Securitas ou bien une compagnie de surveillance. Et on a pris une compagnie de surveillance où tous les gardiens étaient soit des Africains, soit des Arabes. Et c'était très très bien parce que, comme ils n'avaient aucun droit, ils se plaçaient chaque fois où il y avait un attroupement. Et ils faisaient le tour. On n'avait pas le droit d'intervenir, mais ils avaient le droit de vérifier si les portes étaient fermées. Ils faisaient le tour des commerces, vérifier si les portes étaient fermées. Donc ça a eu un effet dissuasif, mais surtout sur les autorités. Parce que ce n'est pas quelque chose qui est souhaitable que des individus, que des citoyens fassent eux-mêmes l'ordre. Donc à ce moment-là, il y a eu une réaction très vive des autorités en disant « mais ce n'est pas comme ça qu'il faut faire ». Et puis il y a eu, alors ça a été l'opération Papyrus, ça a été un certain nombre de prises en main, parce que c'est vrai que si vous n'intervenez pas, il y en a toujours plus, et puis on était arrivé à 650
Zizou à Genève à Il la faut fin. expliquer le mot ciseau, parce que je suis désolée d'interrompre à ce moment-là, parce que le ciseau, c'est... Les par Zizou, exemple, c'était en par Arabie. rapport à Noureddin Zidane, Mhm. qui était en fait sa façon de jouer au foot. Les Zizou étaient des jeunes malins qui venaient, qui vous disaient « T'as vu comment je fais avec le C'est pied, les etc. » délinquants, c'est... C'était des petits délinquants. Mm. Des petits délinquants, mais le problème c'est qu'ils venaient surtout, puisque c'était facile et qu'on ne pouvait rien faire contre eux. Moi je me souviens qu'une fois j'étais avec le chef de poste de Pécola, et puis qu'il y a un gamin qui est arrivé qui lui a dit « T'as vu chef, aujourd'hui j'ai rien volé ». Disons, c'est quand même... voilà, disons, c'était... C'était des malins. C'était des malins, et Donc, puis, disons, ils savaient qu'ils seraient libérés systématiquement jusqu'au jour où des mesures ont été prises sur les plus grands délinquants parmi eux qui ont découragé les autres de rester à Genève, disons. c'est-à-dire un peu aussi... la délinquance. Après, ça a été très drôle parce que c'était à Fribourg qu'il y en avait, à Payerne, il y en avait un peu partout, mais moi à Genève. Mais c'était aussi un peu la délinquance et la vente de drogue. Non, Si, c'était donc, pas en fait, forcément, c'est pas c'était pas forcément forcément ça. des D'accord. vendeurs. Non, c'était des gens qui savaient qu'ils pouvaient voler. Mm. Alors, un été, il y a eu 48 passeports, parce que l'été, c'était les riches gens du Golfe qui venaient. Clair. C'était des victimes toutes désignées pour être... voilà. Voilà, pour être volé. Pour être détroussé sans violence. Hein. Je crois que C'est ça, oui, c'était oui. sans violence. C'était un peu C'était, du pickpocket. bon, au fur et à mesure que il y avait une impunité, au fur et à mesure qu'il y avait une impunité assurée, il y en avait toujours plus et puis toujours plus violent. Mhm. Mais bon, maintenant, c'est une rue qui a repris une allure tout à fait convenable. À un moment donné, c'était vraiment un état de non-droit. Oui. disons. Oui, Voilà. parce que la police, elle a quand même elle a intervenu. Oui, il y a On a eu- presque l'impression que maintenant, le quartier de Paquis, notamment ici autour, pas seulement la rue de Fribourg où tu es situé, change, je dirais pas en luxe, mais il y a quand même certaines parties de ce quartier où les bâtiments sont transformés en appartements de haute standing et de magasins UP, Il y a etc. une pour- gentrification très importante. Voilà, c'est ça. Et ce qui est notable en arrivant, c'est les espaces qui ont été développés pour ralentir le trafic et puis Ah pour oui. donner un espace de convivialité Exact. augmenté à fait. entre les espaces pour les terrasses et puis l'entravement à la circulation. Exactement. C'est ça, bon, on n'a pas pu vraiment en profiter à cause du Covid. Ça est va un peu- venir. Mais je pense que ça va revenir. Oui. Ça va revenir. Donc on Et a puis ça- entendu un tout petit peu les projets futurs. Je crois qu'il y a aussi éventuellement enfin, si j'ai bien compris, éventuellement de faire un café ou carrément un petit restaurant avec les cours de cuisine arabe, peut-être dans l'avenir. Peut-être pas si un c'est restaurant, possible. mais disons des cours de cuisine, oui. Oui, des cours de cuisine en tous les cas. Donc on a vu aussi qu'est-ce qui te différencie, toi, avec cette librairie par rapport à toutes ces grandes chaînes de librairies qui existent ici en Suisse. Je ne dis pas le nom là maintenant, mais les grandes chaînes. Et aussi tout ce qu'on peut faire maintenant avec les commandes de livres sur Internet. Donc, si j'ai bien compris, la grande différence, c'est qu'il y a cet accueil personnel et cette expertise que tu as qui rend le lieu vraiment spécial avec toutes ces rencontres sociales qui fait vraiment une grande différence pour le quartier de Paquis. Est-ce que pour clore cette interview, est-ce que tu vois l'ensemble du quartier de Paquis? Est-ce que tu vois des projets pour faire en sorte que, je ne sais pas, ça s'améliore ou qu'on pourrait encore faire plus dans le sens de la convivialité, comme tu as dit, dans les rues, etc. Ou est-ce qu'il y a des projets que tu aimerais voir? Bon, je dirais que moi, je suis assez concentré sur la rue de Fribourg. Et sur cette rue, je trouve qu'on est vraiment une rue très conviviale. Le seul problème, je dirais, dans cette rue, c'est qu'il n'y a quasiment pas d'enfants. Ah oui. Ça, c'est plutôt vers... Il n'y a la quasiment maison pas quartier. d'enfants. Mhm. C'est des gens, par exemple, si on arrive le matin, toute la rue est vide de voitures. D'accord.
les gens partent travailler. Mm. Et le soir, ils reviennent et les bistrots marchent et tournent à plein tour. Mhm. Donc, durant la journée, c'est plutôt une rue très très calme. La problématique des enfants au Paquis, elle est particulière puisque avec cette densité, cet urbanisme, il leur reste les préaux d'école qui sont des espaces de jeu. C'est vrai que ça paraît un petit peu logique que des enfants ne viennent pas avec un ballon ou disons... Non, même, il y en a très peu qui vivent ici. Ah, qui vivent. Il y en a très peu qui vivent dans cette rue. Mm. Je dirais que c'est encore des gens qui travaillent, qui sont... ou des personnes âgées. Est-ce que les logements sont des logements suffisamment spacieux pour des familles? Est-ce que c'est peut-être aussi des... Il y a, mais je pense qu'au fur et à mesure, ces logements rétrécissent. Ah ouais. Les logements rétrécissent, disons. Donc en fait, Et les prix flambent. Les surtout. prix flambent, ouais. Les prix flambent. donc ce qui sera souhaitable d'intégrer un peu plus les familles justement avec des petits-enfants pour animer un peu Ça, plus. tu ne pourras pas, de toute Non, façon. c'est clair. Actuellement, on est rentré dans un autre phénomène, Mm. qui est celui de surélever un immeuble pour avoir quelques loyers très très chers, faire des travaux, parce que si tu surélèves, c'est des immeubles qui n'avaient pas d'ascenseur. Tout d'un coup, il faut mettre un ascenseur, donc tous les appartements vont devoir payer davantage, etc. disons. Et c'est vrai qu'à l'issue de cette rencontre, hein, puisque je vous découvre aujourd'hui, je vois le projet de valoriser la culture arabe et revaloriser ça dans les esprits, hein, parce que ça a été pendant des années et encore aujourd'hui, on subit un matraquage stigmatisant contre le monde arabe. J'ai envie de saisir cette perche puisque moi, d'où je parle, on en a parlé 2 minutes là, mais ça m'évoque ce pari qui est de transmettre une autre vision et je vous parlais de ce ciné-club Le Paquino. Alors on avait au programme le film La visite de la fanfare qui était prévu le 26 janvier dernier. Pour différentes raisons, on a dû l'annuler et on va le reporter au mois d'avril ou début mai. On est en train de voir parce qu'on a eu des soucis techniques. Mais voilà, ça fait un petit peu partie Tout à fait. de ce genre Du vivre ensemble. du vivre ensemble, absolument indispensable. Et c'est une réelle richesse d'avoir. Et je pense que si vous êtes là depuis 42 ans, c'est pas pour rien. Enfin, je veux dire, Voilà. Bravo. en tout cas, merci beaucoup. Merci à vous. Merci. Merci à vous.